Bienvenue à tous. Depuis fort longtemps, je m'intéresse aux troubles de la personnalité. Alors c'est dû à mon itinéraire personnel. J'ai passé les 30 premières années de mon existence dans une grande proximité avec un certain nombre de personnalités très problématiques. Et puis une fois sorti de l'ornière, il faut croire que je le cherche, mais je me suis engagé dans un service d'aumônerie de prison. J'ai été aumônier de prison à Vars, près de Grenoble, pendant 12 ans. J'étais l'aumônier principal protestant. Et puis, par la suite, je suis donc depuis un peu plus d'un an bénévole à l'UNEDFI, la principale euh, organisation, la principale ONG française de lutte contre les dérives sectaires, donc le milieu carcéral surtout. Là, j'ai bien sûr, on sans doute, rencontré des personnalités problématiques et je suis confronté à des victimes dans les quelques entretiens que j'ai eus jusqu'à présent dans le cadre de l'UNEDFI. Sur foivivantevideo.org et sur ma chaîne personnelle sur YouTube, j'ai posté en août 2024 une vidéo consacrée aux dérives sectaires orchestrée par un manipulateur narcissique, les fameux gourous. Il me semble à présent intéressant d'aborder la question des dérives de groupe sous un angle peu connu que j'appelle le narcissisme collectif. Un phénomène que nombre d'entre nous ont rencontré ou rencontrent au boulot, en famille, dans une association et que sais-je encore. Pas de gourou qui prétendrait être détenteur de la vérité, pas de chef tyrannique qui imposerait sa loi, c'est beaucoup plus insidieux. C'est un groupe entier qui adopte les caractéristiques d'une personnalité narcissique, alors que même les individus qui le composent, même le chef et les cadres, peuvent être charmants, empathiques et tout à fait équilibrés. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le narcissisme ? Le trouble de la personnalité narcissique est une réalité psychologique très complexe. Et l'effet de mode qui entoure les inénarrables pervers narcissiques ne rend pas facile l'étude de ce phénomène. On peut toutefois dégager 4 caractéristiques d'une personnalité narcissique, pour faire très simple et très schématique, des caractéristiques que l'on retrouvera dans les groupes narcissiques. Tout d'abord, une personnalité narcissique considère qu'elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Elle est à la source du droit, le simple fait qu'elle agit lui prouve qu'elle a le droit d'agir. Deuxièmement, la personnalité narcissique considère qu'elle a forcément raison. Le simple fait qu'elle affirme quelque chose, c'est la preuve que c'est vrai. Se contredire, reconnaître qu'elle s'est trompée est donc une épreuve insurmontable et très déstabilisante. Ce sont donc quand même des gens qui font attention à ce qu'ils disent et ils tâchent de n'aborder que des sujets qu'ils maîtrisent, d'où souvent un aspect assez monomaniaque chez ces gens. Troisièmement, la personnalité narcissique est dépourvue d'empathie. Ce que vous ressentez la laisse indifférente. Il faut toutefois éviter une erreur que l'on fait fréquemment. Une personnalité narcissique n'est pas forcément perverse, les fameux pervers narcissiques. C'est-à-dire qu'une personnalité narcissique ne prend pas forcément plaisir à votre souffrance. Elle s'en fiche, tout simplement. Si bien que si cette personne juge utile de vous écraser, et si elle peut le faire impunément, elle le fera. Mais uniquement si elle en ressent le besoin, si je puis dire. Si ça peut lui être utile. En revanche, les pervers narcissiques, eux, choisissent une proie et se donnent pour but de la torturer et de la détruire par plaisir, sans objectif personnel, sinon le sentiment de domination, par peur de cesser d'exister finalement. Alors ça, c'est assez complexe, hein, la perversion, la perversité, et puis c'est une minorité parmi les gens qui présentent un TPN. D'où le fait que les gens qui ont un TPN, c'est-à-dire un trouble de la personnalité narcissique, sont plus nombreux que ce qu'on pourrait croire en fait, parce qu'ils ne sont pas tous pervers, et ce sont les pervers narcissiques que l'on remarque. Et une quatrième erreur consiste à croire que toutes les personnes présentant un TPN seraient parvenues à se construire en société une image flamboyante.
le narcisse qui brille, que l'on donne en exemple, riche, qui sait faire, qui sait tout faire et qui fait tout mieux que les autres, celui qui a réussi et qui s'entoure d'une nuée de faillots. Alors ça ne marche généralement pas comme ça, et c'est la plupart des personnes, car la plupart des personnes présentant un trouble de la personnalité narcissique ne sont pas arrivées à leur fin. Et encore une fois, on a souvent cette image du pervers narcissique flamboyant, et c'est la raison pour laquelle, en réalité, il y a plus de personnalités narcissiques que ce qu'on croit. Ils ne sont pas tous pervers, ils ne sont pas tous flamboyants. Alors ces personnes qui ne sont pas arrivées, qui ne sont pas parvenues à leur fin, eh bien, ça donne des personnalités dites narcissiques vulnérables, que j'appellerais volontiers pour ma part les personnalités narcissiques victimaires, qui se sont construits un idéal du moi et qui n'est pas perceptible par les autres. En tout cas, pas immédiatement, pas tant qu'ils vous en ont pas parlé pendant des heures et des années. Donc ces personnes vous expliqueront, donc les personnalités narcissiques victimaires ou vulnérables, qu'elles ne sont pas devenues la star, le millionnaire, le grand intellectuel, le grand médecin qu'elles auraient voulu être, parce que les autres leur ont mis des bâtons dans les roues. Les parents, les profs, les inénarrables profs, la société, le patriarcat, le système, leurs conjoints, les inénarrables ex. Donc l'image que ces gens-là vénèrent, c'est le moi dont elles estiment avoir été privées et qui serait leur vraie nature. Donc on peut résumer ces 4 caractéristiques en disant que Narcisse est son propre référent. Il est la source de ses propres droits, et il est l'auteur de la vérité. Son intérêt est le seul idéal qu'il doit poursuivre, et l'image qu'il a de lui-même est forcément merveilleuse, quitte à se projeter dans un moi imaginaire. Donc ces caractéristiques se retrouvent dans les groupes narcissiques, et c'est là que ça nous intéresse, en tout cas pour cette vidéo et pour la suivante. Parce qu'alors justement, il y aura une vidéo ensuite, la prochaine abordera également un cas un exemple, je dirais, de narcissisme de groupe. Donc en fait, là, on est parti pour 2 vidéos en fait. Alors, je précise également que dans la description de mes vidéos, il y a, notamment pour celle-ci, et c'est pratiquement toujours le cas dans les vidéos que je publie, dans les vidéos ou dans les podcasts, en fait, il y a dans la description de la capsule sur YouTube un lien qui vous amène donc en téléchargement, un lien Drive qui vous amène au script de la vidéo. Vous avez le texte, et en bas, donc dans les notes marginales, vous avez les explications que je ne mets pas dans l'audio pour une question de légèreté, on va dire. Donc, par exemple, ici, au point où nous en sommes, vous avez la note marginale 2 qui vous explique les distinctions opérées par les scientifiques entre les divers groupes, dans les divers profils de personnalités narcissiques, grandioses, pas grandioses, pervers, pas perverses, etc., avec les références scientifiques, les noms et les références de publication. Donc il y aura d'autres, je n'en reparlerai pas, mais il y a plusieurs notes marginales dans ce document, dans le script de cette vidéo. Il y en a 8, donc qui vous permettent d'avoir des références pour rendre mes propos un peu sérieux ici, pour me permettre d'utiliser ce qu'on appelle l'argument d'autorité. Enfin, il y a des gens avant moi qui ont dit ces choses et qui sont plus qualifiés que moi. Alors j'aimerais illustrer donc, comme je le disais, ce phénomène à partir de ma propre expérience dans cette vidéo. Dans un établissement scolaire, dans un lycée où j'ai travaillé il y a de nombreuses années, que j'appellerai ici le lycée Sainte-Rita, dans une très belle ville française. Donc la vidéo suivante sera consacrée à un autre milieu, à un autre exemple de milieu, très différent, mais régi lui aussi par la dynamique du narcissisme collectif. Dans la vidéo suivante, il s'agira d'une association dévolue au développement personnel ou aux soins alternatifs, l'Institut Imhotep. Donc 2 univers très différents, une seule mécanique. Donc dans cette vidéo-ci, il ne sera question que du lycée Sainte-Rita, mais il me semble important de préciser que ce dont je vais parler ici n'est pas du tout spécifique à l'enseignement, mais loin de là. Enfin, c'est même... Bon, moi, j'ai vu ça dans l'enseignement parce que je suis prof, mais j'aurais pu voir ça dans n'importe quel type de milieu professionnel ou en dehors du milieu professionnel, et j'ai vu ça ailleurs.
Alors, et encore moins, alors le lycée Saint-Rita est un lycée privé, mais ce n'est pas du tout l'enseignement généralement, ni plus particulièrement l'enseignement privé que je vise, pas du tout. Ça peut arriver n'importe où. Donc, je précise aussi que ce que j'ai vécu à Saint-Rita est exceptionnel. J'ai travaillé dans 4 autres établissements, collèges, lycées, privés, et je n'ai jamais vécu quoi que ce soit de semblable à ce que je vais décrire ici. Donc, ça fait 33 ans que je suis prof, j'ai travaillé 7 ans à Saint-Rita, et franchement, nulle part ailleurs, je n'ai rencontré le même type enfin, je dirais, de problématiques. Voilà. Alors Saint-Rita, je le définirais volontiers comme le lycée du Gotha. Je suis arrivé à Saint-Rita il y a plus de 30 ans, donc en 1995. Donc il y a 30 ans, il y a 30 années universitaires, une année scolaire, je dirais, puisque là j'enregistre cette vidéo pendant une année scolaire 2025-2026. Donc j'avais déjà enseigné 2 ans dans un LEP dans un autre département, et je n'avais encore pas passé le concours de l'enseignement. Donc je n'avais que ma licence d'anglais en poche. Et à cette époque, il y avait en France de nombreux profs qui pouvaient être titularisés sans concours. Ça a été long, ça a été vrai plus longtemps dans le privé que dans le public. Donc c'est ce qu'on appelait les maîtres auxiliaires. Donc je suis resté à Saint-Rita pendant 7 ans, et donc comme je disais, c'était le lycée du Gotha. On y trouvait les enfants des médecins spécialistes, des avocats les plus renommés, et les enfants des survivants de la noblesse, la petite fille, enfin la fille du sous-préfet, les neveux et nièces de ministres et de grands industriels, littéralement. Donc à Saint-Rita, tout était parfait. Les élèves étaient parfaits, les parents d'élèves étaient parfaits, les professeurs étaient parfaits, l'atmosphère était parfaite. Malheur à celui qui laissait apparaître une fissure dans cette façade. Dire qu'on avait des difficultés avec une classe était mal vu, évoquer une tension, un problème de discipline, un incident de cours, eh bien cela ne se faisait pas. Dans tous les autres établissements où j'ai travaillé, entrer en salle des profs en maugréant, en exprimant sa lassitude, en exprimant son agacement vis-à-vis de telle classe, de tel élève indiscipliné, du manque de travail des uns et des bavardages incessants des autres, ne pose aucun problème. On peut même avouer que l'on ne sait plus comment s'y prendre avec la seconde X ou la quatrième bidule, et demander des conseils à ses collègues, voire à la direction. Alors peut-être pas partout pour la direction, mais en tout cas, jusqu'à présent, enfin mis à part à Saint-Rita, il n'y a pas de problème. On pouvait aussi demander conseil à la direction. Alors pas à Saint-Rita. Nous étions censés vivre un rêve. Et cette exigence de perfection généralisée était profondément pesante. Il n'y avait que quelques personnes, et que justement avec qui des liens étroits se sont créés, avec qui je pouvais parler de mon malaise. Et heureusement qu'ils étaient là. Mais en tout cas, ça restait vraiment marginal, et on ne devait surtout pas troubler le récit officiel comme quoi tout allait bien, Madame la Marquise. C'était le cas de le dire. Alors il y a le directeur de Saint-Rita dont il faut parler, nous l'appellerons ici Monsieur Cruchot, qui avait épousé, alors quand on parle de l'image, hein, quand on parle voilà, du côté très policé et de l'image que l'établissement voulait donner. Donc Monsieur Cruchot avait épousé une divorcée qu'il avait fait passer pour veuve. Enseignement catholique oblige maintenant, franchement, divorcé, un veuf, lui était vraiment veuf. Remarié avec une divorcée, maintenant ça poserait plus aucun problème. Il faut croire qu'à 30-40 ans, ça en posait. Et donc en fait, tout le monde était persuadé que Madame Cruchot, Monsieur et Madame Cruchot étaient deux veufs remariés, jusqu'à ce que la fille issue du premier mariage de Madame Cruchot devienne l'une de nos élèves et nous parle d'un papa bien vivant. Donc ça marque mal quand même. Enfin, il a quand même fallu passer par ce mensonge. J'ai tout de suite compris que je serais mal à l'aise dans ce milieu, non seulement guindé, alors ce n'est pas ce qui me gênait le plus, mais de plus crispé sur les apparences jusqu'au mensonge donc. Et heureusement, donc comme je l'ai déjà dit, je m'étais lié d'une véritable amitié avec plusieurs collègues avec qui il était possible d'échanger, et nous nous fréquentions à l'extérieur de l'établissement, en salle des profs, on nous surnommait le groupe. Et notre relation, notre façon de faire bande à part, nos éclats de rire, nous valaient des regards obliques de la part de nos collègues bien pensants. Notre humour un peu décalé, il faut bien dire de temps en temps aussi sûrement. Alors il y avait à côté Élysée, cour élyséenne à Saint-Rita,
Et bien sûr, à tout Élysée, sa première dame, je viens d'en parler. Donc pour peaufiner le tableau, je dois parler à nouveau de Madame Cruchot, que je surnommais affectueusement Bonne Mine, en hommage à la femme du chef dans les aventures d'Astérix. À Saint-Rita, il y avait souvent des buffets somptueux organisés à l'issue des journées pédagogiques ou pour diverses occasions, départ en retraite, Beaujolais nouveau, etc. Les conjoints des profs n'étaient pas invités, mais Madame Cruchot, elle, était présente, jouant le rôle de maîtresse de maison, alimentant la conversation, invitant les gens à se servir, discutant et devisant aimablement avec chacun. Malgré son côté un peu rustique, son omniprésence parfois agaçante et surtout son caractère intrusif, malgré aussi ses réflexions déplacées sur la vie privée des gens, notamment la mienne, elle dotait Saint-Rita de la première dame qu'il lui fallait pour renforcer ses allures de cour élyséenne. Et il faut bien avouer qu'il y avait chez Madame Cruchot un petit côté Bernadette Chirac indéniable. Saint-Rita, c'était aussi une affaire de compétences autant que de loyauté. C'était un système de caste non dite. Certains jeunes professeurs, je le disais compétents, brillants et loyaux, comprenaient dès leur arrivée, lors de la réunion pédagogique de pré-rentrée en septembre, comment s'y prendre pour se construire une bonne image. Bien sûr, ce fonctionnement n'est pas spécifique à Saint-Rita ni au milieu problématique, mais à Saint-Rita, ça marchait. Car c'est ce genre d'attitude qui était attendu. On attendait à ce que les gens soient des bons petits soldats et posent les bonnes questions au bon moment. Dès la réunion de pré-rentrée et de leur première année dans l'établissement, voire leur première année en tant que professeur titulaire, parfois ils avaient déjà fait un stage quelque part, donc ces jeunes loups s'asseyaient à proximité du directoire pendant les réunions plénières, posaient les bonnes questions, ou plutôt faisaient les bonnes remarques. Et au bon moment, ils n'avaient par la suite aucun couac institutionnel. Et très vite, ils expliquaient les ficelles du métier aux gens plus anciens qu'eux. Alors, je parle ici de gens véritablement remarquables, très travailleurs, excellents en pédagogie prescrite et entretenant d'excellentes relations avec les élèves. Ce sont ces personnes qui devenaient en quelques années en interne, qui chefs de projet, qui chef de travaux, qui directeur adjoint, ou bien des gens aussi qui quittaient Saint-Rita pour prendre des responsabilités dans l'enseignement catholique à l'échelle régionale, voire nationale. Bien sûr, je trouve tout à fait légitime que des professionnels, à ce point pétris de qualité réelle, qui s'en donnent la peine en travaillant d'arrache-pied à toutes sortes de projets institutionnels, donc au-delà de ce que nous devons à nos élèves, des gens qui ont envie de prendre du galon en prennent. Toute institution a besoin d'une élite compétente. En revanche, je trouve beaucoup plus gênant de constater que l'ascension des élites passe d'abord par la flatterie précoce du narcissisme collectif et par l'abdication de tout esprit critique. Petite anecdote maintenant qui me semble parfaitement illustrative de ce genre de problématique, de ce genre de milieu, qui me semble être une bonne illustration tout à fait emblématique. Alors, dans les groupes narcissiques, on constate l'existence de marqueurs qui permettent de façon discrète et non dite d'identifier les personnes bien vues, de façon beaucoup plus subtile que les médailles ou un tableau d'honneur. À Saint-Rita, les symboles de l'appartenance au cercle intérieur étaient très concrets. Cela commençait par exemple par la remise à quelqu'un qui allait prendre du galon, par la remise donc de la clé de la porte de derrière. Il y avait une porte située à l'arrière des bâtiments du lycée qui donnait sur une petite rue, proche d'un immense parc gratuit, où nous garions tous nos voitures. Parce que oui, à cette époque en France, dans les grandes villes, il y avait souvent d'immenses parkings gratuits. C'était il y a 30 ans. Les autres profs, ceux qui n'avaient pas la clé de la porte de derrière, faisaient un immense détour pour emprunter l'entrée principale. Les bien vus prenaient le raccourci. Pourquoi n'avions-nous pas tous la clé ?
Celui qui aurait posé la question aurait été accusé de jalousie, d'aigreur, et savait d'avance qu'il se heurterait à une fin de non-recevoir. Et dans un contexte narcissique, la preuve même que l'institution a le droit d'agir de la sorte, c'est qu'elle le fait. Ils ont la clé de la porte de derrière et pas toi, parce que l'institution, la direction, le directoire a le droit de leur donner, de pas te la donner. Et donc si toi tu parles, c'est que t'es jaloux et que t'as mauvais esprit. Et que tu veux te mettre en avant. Voilà, et ce genre de situation est transposable à l'infini dans tout un tas de milieux, de groupes. La majorité des gens tombent dans le panneau, la majorité des gens n'y voient que du feu, et ça s'appelle le biais de justification du système, quand on considère que tout est normal parce que c'est comme ça. Le biais de justification du système, donc, mais c'est peut-être pour une vidéo ultérieure. Abordons à présent la question du système de caste dans ce genre de milieu. Donc, illustration par l'exemple à Saint-Rita. Et ces castes, on les identifie généralement facilement, mais on ne comprend pas forcément pourquoi telle caste ou tel groupe, plutôt qu'un autre, a certaines prérogatives. Donc une autre caste, pas seulement ceux qui avaient la clé à la porte de derrière, était particulièrement chouchoutés par la direction, c'était les surveillants, qui avaient d'ailleurs sans doute tous la clé de la porte de derrière pour le coup. Pourquoi avait-il un statut privilégié, mystère et boule de gomme? Donc les salles du lycée étaient volontiers prêtées ça je l'ai vite constaté, aux surveillants pendant les week-ends, les vacances ou pour les réveillons, pour des fêtes privées, des événements personnels, chose qui était absolument impensable pour les profs. Donc les profs savaient qu'il ne fallait en aucun cas faire le moindre reproche aux surveillants, même en cas de réponse soufflée aux élèves lors d'un devoir surveillé en l'absence du prof. Nous veillions tous de façon presque obsessionnelle à ne jamais adresser un mot plus haut que l'autre à un surveillant, de crainte que la direction en fasse une affaire d'État, et j'ai moi-même vécu à cet égard une anecdote particulièrement croustillante. Le samedi matin, à l'époque, à Saint-Rita, c'était DS, donc, c'est-à-dire devoir surveiller en l'absence du prof, sous la responsabilité des surveillants. Un samedi à 8h05, le samedi, 5 minutes après le début du DS, d'un DS d'anglais, ma matière, le téléphone sonne chez moi. J'avais oublié de photocopier les sujets à remettre à mes élèves. Je présente mes plus plates excuses au surveillant que j'ai au bout du fil, et je lui demande de bien vouloir prendre le sujet qui se trouve dans mon casier en salle des profs, le photocopier pour le remettre aux élèves. Je jurais, mais un peu tard, qu'on ne m'y reprendrait plus. So far, so good. Le lundi matin, je suis convoqué par le directeur adjoint, au demeurant très gentil, mais dont la vie, littéralement, c'était Saint-Rita. Le gentil directeur adjoint m'explique qu'il ne fallait en aucun cas que ce genre de choses se renouvelle et que je devrais faire un geste pour les surveillants. Que ça ne se renouvelle pas, notamment, et surtout finalement ça a obligé un surveillant à faire des photocopies. C'est peut-être pas le bout du monde, mais enfin ça a décalé quand même d'un quart d'heure le DS, et ça a peut-être gêné l'organisation et le départ sur les pistes de ski d'un certain nombre de personnes. Je suis d'accord pour dire qu'il ne fallait pas que ça se renouvelle. En revanche, fallait-il vraiment, comme on me l'a demandé, faire un geste pour les surveillants qui avaient dû pallier cette monstrueuse inconséquence de ma part. Et le directeur adjoint de dire qu'une bouteille de whisky, ce serait sympa. Je frappe donc le mardi matin à la porte de la salle de repos des surveillants avec une bouteille de Tullamore Dew dans ma sacoche. Tullamore Dew dont je n'ai d'ailleurs jamais vu la couleur. Un petit godet m'aurait fait plaisir. Mais enfin, je suis passé à côté. Je n'ai jamais compris la raison de ce statut privilégié des surveillants à Saint-Rita. Alors, je vois un peu dans ma façon de travailler, si à chaque fois qu'il y en a un qui fait une gaffe, il sera dîner avec une bouteille de whisky le lendemain matin, on aurait tous le foie en vrille. Ça ou un équivalent, c'est-à-dire est-ce qu'il faut amener des brassées de fleurs et des chocolats à chaque fois qu'on fait perdre un quart d'heure à quelqu'un? Je peux vous dire, non. Ni moi dans mon milieu professionnel, ni vous qui m'écoutez. Je suppose que vous n'avez à pallier vos petits manquements de la sorte. Donc je n'ai jamais compris la raison de ce statut privilégié des surveillants à Saint-Rita. Certains profs m'ont expliqué que les surveillants, c'était tous des fils à papa. Alors il s'agissait
je crois uniquement de jeunes hommes, je n'aime pas souvenir qu'il y ait eu des femmes, embauchés pour faire plaisir à des huiles locales, puis qui auraient soi-disant plein de frères et sœurs par la suite, qui viendraient renflouer les caisses de l'établissement. Mais de toute façon, bon, c'était privé, les gens payaient une partie de leur scolarité, les profs sont payés par l'État, hein, les profs du privé, il y a la région aussi qui paye, et puis de toute façon, il y avait une telle liste d'attente pour entrer à Saint-Rita qu'on se serait de toute façon passé du petit frère ou de la petite sœur du surveillant. Donc je n'ai jamais été convaincu par cette explication comme quoi ils faisaient tous partie du Gotha. Les surveillants, c'était souvent les anciens élèves, ça oui, mais ils étaient partis en tant qu'élèves. Donc non, je n'ai jamais eu d'explication satisfaisante quant à savoir pourquoi ces gens avaient ce statut. Les élèves étaient également touchés par ce fonctionnement, mais certainement de façon beaucoup plus supportable. Je ne suis pas sûr qu'ils avaient tous conscience de l'ambiance qui régnait parmi les adultes dans l'établissement. Il y avait un énorme orgueil quand même à dire qu'on était à Saint-Rita. Certains élèves étaient chouchoutés par la direction du fait de la position sociale de leurs parents. Je me souviens en particulier d'un élève de terminale particulièrement désagréable dont le père travaillait au rectorat. Les dossiers de demande de subvention des projets éducatifs de l'enseignement passaient par son bureau. Alors ce gamin-là, il aurait pu danser en slip sur son bureau et grimper au rideau, je pense qu'il aurait fallu le laisser faire. Mais ce n'est pas spécifique à Saint-Rita. Partout, la main qui donne, c'est la main qui dirige, comme le dit un proverbe bantou. Alors une chose beaucoup plus spécifique à Saint-Rita, quoique, enfin spécifique, non, je pense pas que ce soit le seul milieu où il y ait ce phénomène, c'est l'existence, la présence de mouchards. Nous savions tous qu'il y avait au moins un mouchard par classe, désigné par le directoire pour rapporter ce qui se passait en cours. Donc voilà une autre spécificité des personnalités manipulatrices narcissiques, c'est l'obsession du contrôle. Ça oui, c'est une spécificité, enfin c'est pas Saint-Rita, c'est général, l'obsession du contrôle chez les personnalités narcissiques qui veulent absolument tout savoir. Il faut toujours se méfier des gens qui vous demandent continuellement ce que vous pensez, ce que vous avez fait, où vous êtes, etc., qui veulent vous contrôler, même sous prétexte de s'intéresser à vous et sous prétexte d'altruisme. Et c'est vrai également dans les groupes. Donc tout savoir pour obtenir des leviers de manipulation. Alors je connais tes faiblesses, je suis informé de la moindre de tes gaffes, donc je te tiens. Et je reste poli. Donc on retrouve ça bien sûr dans les groupes narcissiques. C'est vrai chez les personnalités narcissiques, c'est vrai dans les groupes narcissiques. Une spécificité des personnalités narcissiques, des groupes narcissiques que l'on retrouve à Saint-Rita, c'est la politique de l'autruche. Les problèmes n'existent pas. Parce que s'il y a un problème, c'est un problème, et comme dit l'autre, pas de problème, pas de problème. Donc lorsque l'on pointe un problème dans l'attitude, les propos ou le travail d'une personne présentant un trouble de la personnalité narcissique, elle nie. Il lui est insupportable de se remettre en question, qu'on lui dise qu'elle doit s'améliorer. Et c'est la même chose dans un groupe narcissique. Il en allait donc ainsi à Saint-Rita. Exemple. Un jour, sorti au musée avec une classe de seconde et à midi, pique-nique dans le grand jardin situé à proximité du lycée. Ma collègue d'histoire-géographie et moi mangeons sur un banc, un peu à l'écart, laissant la classe déjeuner tranquillement, sans avoir les profs dans les pattes. Et nous voyons alors un groupe de jeunes venir provoquer nos élèves. Insultes, menaces, intimidations. Alors les jeunes qui venaient de... Les jeunes enquiquinants en question n'avaient pas du tout, ne nous avaient pas, dans un premier temps, identifiés comme profs. Nous sommes intervenus avec la collègue pour protéger nos élèves, et nous avons été agonis d'injures par les jeunes malandrins. Et nos élèves penauds nous expliquent, quand on a finalement réussi à faire partir les jeunes en question. Alors nos élèves nous expliquent qu'ils se font harceler et racketter régulièrement dans le jardin à côté de l'établissement. Quand au beau jour, ils venaient manger leur pitance. Et donc, ils nous expliquent aussi qu'ils ont dû renoncer à manger dans ce jardin à midi, à cause justement du racket, et qu'en fait, voilà, ils y ont mangé parce qu'ils ont été obligés, on les a amenés, mais on n'était pas au courant du problème. Alors, à la fin de la sortie, en fin de journée, la collègue et moi, nous allons voir le CPE. Je précise pour les gens qui sont
qui sont pas au courant, qui sont pas français déjà, ce que c'est qu'un CPE, hein, les francophones non français, sachez qu'un CPE en France est un conseiller principal d'éducation ou responsable de vie scolaire, et que c'est le surveillant général, c'est la personne qui travaille, qui chapeaute le travail des surveillants et qui est responsable de la discipline dans l'établissement et qui fait souvent partie du conseil de direction, donc du directoire. Donc nous allons voir le CPE pour lui parler de ce problème de raquette. Sa réponse la suivante: ah mais non. Mais littéralement, je l'entends encore. Ah mais non, moi, je n'ai jamais vu ça. À Saint-Rita, il n'y a ni harcèlement, ni raquette. Je ferme les guillemets. Point barre. Circuler, il n'y a rien à voir. La réalité importait peu. La façade devait être préservée. À Saint-Rita, tout va bien. Il faut faire semblant. Et si tout ne va pas bien, bien alors, il faut faire semblant du contraire. Alors, l'institution décide que ces choses n'existent pas, donc elles n'existent pas. C'est typique du trouble narcissique, ce que décrète le narcissique est vrai. Et c'est typique aussi des groupes toxiques. Lorsqu'il y a un problème, le problème, ce ne sont pas les faits. Le problème, c'est lorsqu'un fauteur de trouble parle du problème et désire le régler. Voilà. Alors, une autre particularité présente à Saint-Rita et générale dans les groupes toxiques, c'est le harcèlement institutionnel. L'institution, et en particulier la hiérarchie, harcèle les gêneurs pour qu'ils s'en aillent. Une personnalité narcissique cherche à tirer profit des gens pour en obtenir une valorisation, une confirmation qu'elle est bien ce pourquoi elle se prend. Une personnalité narcissique cherche toujours ce que l'on appelle un approvisionnement narcissique. Si vous refusez d'alimenter le narcissisme du groupe narcissique, comme pour une personne, c'est la rupture, au moins la mise à l'écart. Dans le cadre professionnel, il est beaucoup plus difficile de se débarrasser d'un travailleur d'un revers de main que de se débarrasser d'un copain ou d'un conjoint qui ne vous donne pas satisfaction. Donc l'arme fatale pour faire partir un subordonné, c'est le harcèlement. Parce qu'on ne peut pas licencier un prof dans le privé, il faut le savoir, nous sommes agents de l'État. Les chefs d'établissement composent à leur guise, d'après la loi, en réalité, en accord avec la direction diocésaine, départementale et le rectorat, son équipe pédagogique. Mais une fois qu'un prof est dans les murs, on ne peut pas s'en débarrasser. Donc à Saint-Rita, un tiers des profs, selon les syndicats, subissaient un harcèlement institutionnel discret mais tenace. Alors, par parenthèse, il y avait à Saint-Rita une véritable présence syndicale, ce que je n'ai jamais vu ailleurs dans d'autres établissements. Moi-même, je suis l'unique représentant syndical de mon établissement, 100 profs et assimilés, 4 ou 5 adhérents et finalement extrêmement peu de remontées, quoi. Les gens se plaignent extrêmement peu dans l'établissement où je suis, et actuellement, il y a certainement infiniment moins de raisons de se plaindre qu'à Saint-Rita à l'époque. Donc bref, disais-je, à Saint-Rita, à l'époque, un tiers des profs, selon les syndicats, subissaient un harcèlement institutionnel discret mais tenace, et c'est vrai qu'avec mon franc-parler, mon statut de maître auxiliaire, le simple fait que je n'étais pas malléable, j'étais l'une des cibles favorites de M. Cruchot. Le moindre incident devenait une affaire d'État. Au moindre coup de fil d'un parent contestant une note, convocation dans le bureau du directeur. Mes élèves se plaignaient qu'ils étaient mal notés, convocation. Leurs parents se plaignaient que je notais trop généreusement, convocation. Un mot plus haut que l'autre adressé à un surveillant, vous vous doutez de ce que cela déclenchait, convocation. Monsieur Cruchot avait aussi recours à l'humiliation, largement. Il s'était évertué, en ce qui me concerne, à me faire passer pour le maillon faible de l'équipe d'anglais. Alors je répète que je n'étais que maître auxiliaire, au début en tout cas, de la période que j'ai passée à Saint-Rita. Cependant, certains de mes collègues d'anglais, un en particulier, étaient bien contents que je donne des cours particuliers à leurs élèves, à ces élèves les moins doués dans notre belle matière. Donc le maillon faible palliait les difficultés de ses pairs. M. Cruchot en était tout à fait bien informé. Et cette situation était parfaitement utile à son obsession, 100% de réussite au bac. J'y contribuais par mes cours particuliers. Enfin, au bout de quelques années, il m'avait retiré les terminales. Il avait truqué, on avait refait le calcul, il avait truqué les moyennes au bac
de mes élèves et des élèves de la collègue avec qui je partageais les terminales, il en était arrivé à la conclusion que mes élèves avaient 0,2 points de moins que ceux de ma collègue, donc il m'a supprimé les terminales. Et on avait, avec la collègue, très honnêtement d'ailleurs, la collègue a refait avec moi les moyennes et on s'est rendu compte qu'on était exactement au même chiffre. Donc voilà, c'était juste une parade pour m'humilier en fait. Et c'est vrai que on m'humilie pas facilement, mais enfin c'était pas très agréable. Mais en même temps, le fait que je donnais des cours particuliers aux élèves les moins doués, bah c'était aussi enfin c'était le secret de Polichinelle. Donc on va dire que mon image, enfin mon amour propre en tout cas était sauf grâce à ça. Une anecdote un peu cruelle, un peu plus glauque, c'est que le 2 mars, hein, c'est plus qu'une anecdote, le 2 mars 1996, j'ai perdu ma mère dans des conditions, dans des circonstances particulièrement difficiles. Or, à Saint-Rita, il fallait faire bonne figure. Donc, ma mère est décédée pendant les vacances dites de février. Et à la rentrée de ces vacances, je me rends dans le bureau de Monsieur Cruchot pour lui expliquer que si je ne suis pas particulièrement avenant dans les prochains jours, c'est parce que je suis en deuil. Difficile de faire cheese dans de telles circonstances. Or, faire cheese, c'est une des choses que nous demandait, hein, la façade. Donc j'annonce la mort de ma mère et la seule réponse de M. Cruchot fut « Tu aurais tout de même pu nous prévenir, j'aurais fait envoyer une gerbe au nom de l'établissement. » Ça aussi, 30 ans après, c'est du mot pour mot. En effet, un ruban lycée Saint-Rita étalé sur une gerbe sur la dalle de marbre de la tombe familiale eût été du meilleur effet. Présenter ses condoléances et m'assurer du soutien de l'institution, voilà qui ne lui est pas passé par la tête. Par ailleurs, oui, vous avez bien entendu, hein, M. Cruchot nous tutoyait. Nous le vouvoyions et nous l'appelions monsieur. Alors, avec le temps, mais jamais j'accepterai une chose pareille à présent. Et puis, j'ai jamais revu ça nulle part dans quelque milieu que ce soit. Hein. Tutoiement unilatéral adressé à un adulte, enfin, c'est quand même fou cette histoire. Comment on acceptait ça? Tout le monde l'acceptait. Je crois qu'il n'y avait aucune exception. Alors revenons sur le caractère dissociatif du narcissisme collectif. Monsieur Cruchot était tout de même capable d'humanité, largement, et là vous allez entendre ça. En juin 1997, je lui annonçais que je divorçais. Et que, donc ça a la période quand même pour moi. Et heureusement, encore une fois, que j'avais, et à Saint-Rita, des gens pour me soutenir. Parce que c'est aussi à Saint-Rita que j'ai trouvé du soutien, mais pas dans le système. Donc en juin 1997, j'ai annoncé à M. Cruchot que je divorçais et que je me trouvais donc seul avec mes enfants de 3 et 1 an. J'avais besoin d'être libéré le mercredi matin, dès la rentrée suivante, pour m'occuper de mes enfants. Il me fallait aussi un document allant dans ce sens à remettre au juge aux affaires familiales pour obtenir la garde classique élargie de mes enfants, c'est-à-dire les avoir non seulement 3 week-ends par mois, moitié des vacances scolaires et de profs, mais également le mercredi. Et donc je lui ai demandé de me dire, voilà, s'il vous plaît, faites-moi un document où vous vous engagez à ne pas me faire travailler le mercredi matin. Je n'avais pas terminé ma phrase que M. Cruchot sortait du tiroir de son bureau une feuille de papier en tête de l'établissement et qu'il écrivait de sa propre main, au stylo, un engagement selon lequel M. Marais ne travaillerait plus le mercredi matin tant qu'il serait en poste au lycée Saint-Rita. Ça a contribué vraiment à ce que je vois très souvent mes enfants. Ils étaient quand même plus souvent chez moi que chez où que ce soit. Et je le dois en partie à Monsieur Cruchot. Donc ça, c'est quand même très, très humain de sa part. En fait, c'était pas une mauvaise personne en dehors de son rôle de chef d'établissement, en dehors de son rôle de chef d'un groupe problématique et toxique. C'est le groupe qui était problématique et narcissique. C'était pas lui en tant qu'individu, je le pense vraiment. Et c'est là toute l'ambiguïté du narcissisme collectif. Donc cet épisode dont je viens de parler montre la bienveillance de M. Cruchot lorsque l'intérêt du groupe, en tout cas sa perception de l'intérêt du groupe, n'était pas en cause. Il lui fallait défendre coûte que coûte et vaille que vaille son gourou, le lycée Saint-Rita, et dans ce cas précis, l'intérêt du gourou n'était pas en jeu. À mon sens, M. Cruchot n'était pas animé par une véritable volonté de nuire à qui que ce soit, par plaisir pervers, ni même pour son intérêt personnel. Il m'est même revenu qu'il disait en off qu'il m'appréciait en tant que personne, qu'il avait de l'estime pour l'homme,
mais qu'il n'aimait pas la façon de faire du professeur. Donc il y avait cette ambiguïté chez lui qu'il percevait, en tout cas chez moi. Il aimait bien le bonhomme, mais il n'aimait pas le prof. Mais cette ambiguïté est visible chez lui également, c'est-à-dire attitude toxique en tant que chef d'établissement et attitude tout à fait humaine en tant qu'homme. C'est au point même que j'ai été invité à passer un week-end prolongé avec lui, avec Monsieur Cruchot. Alors pas un week-end en tête-à-tête, un week-end de pêche à la mouche entre potes, non, c'est pas ça, c'est pas ça quand même. Mais alors en tout cas Ascension ou Pentecôte 2000 ou 2001, je sais plus exactement. Toujours est-il qu'une prof de français qui préparait une thèse en histoire de l'art sur la basilique de Vézelay a organisé un séjour sur place avec son mari qui était lui-même directeur d'un collège privé. Monsieur et Madame Cruchot, le directeur adjoint et l'animatrice en pastorale, ce qu'on appelait avant les aumôniers ou les aumônières de l'établissement, vu le caractère religieux du lieu visité et son amitié avec la prof d'art plastique. Et puis, moi-même, le 7e larron de l'expédition, heureux élu entre tous les profs, invité à la demande de l'animatrice en pastorale qui appréciait ma compagnie. Donc en fait, week-end tout frais payé par l'établissement, c'est-à-dire par les parents d'élèves, via les frais de scolarité, déplacement, hébergement dans une hôtellerie religieuse, restaurant midi et soir. Donc Monsieur Cruchot a accepté sans sourciller que je sois présent à la demande de l'animatrice en pastorale. Il s'est montré très aimable avec moi, s'asseyant parfois en face de moi au restaurant, discutant et devisant aimablement. Il méprisait, encore une fois, je le redis, il méprisait le prof qui faisait tâche dans le côté extrêmement policé de Saint-Rita, mais surtout qui disait ouvertement qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Mais il appréciait l'homme. Et il a aussi pâli plus souvent qu'à son tour à cause des piques que sa femme m'envoyait régulièrement, notamment du fait de mon statut de divorcé. Elle qui voulait faire passer son propre divorce pour un veuvage, comme j'en ai parlé un peu plus tôt. Enfin, lui a su se tenir, elle par contre, elle a été égale à elle-même. Alors oui, sur la gestion financière, on peut en parler. Il y avait les gueuletons à savoir qu'en faire. Il y avait de l'argent qui était géré bizarrement. Justement, moi, je n'ai aucun scrupule à l'époque. Faire partie d'une expédition payée justement par les parents d'élèves. Je précise quand même que 30 ans plus tard, les finances des établissements privés sous contrat sont quand même contrôlées de façon beaucoup plus stricte. Alors, les diverses anecdotes relatives à mon deuil et à ma paternité, au week-end en goguette, illustrent parfaitement la logique du narcissisme collectif, la primauté de l'image sur la vérité humaine, la réduction de l'individu à sa fonction dans le groupe, l'alternance paradoxale entre rigidité institutionnelle et gestes sincères, et ce constat glaçant que la compassion, même bien réelle, passe avant l'intérêt du groupe. Compassion il y a quand l'image est sauve. Donc toutes ces anecdotes montrent comment un groupe peut, sans être animé par la cruauté, produire des comportements déshumanisants simplement parce que les membres du groupe aiment le groupe plus qu'ils ne s'aiment les uns les autres. Nous en arrivons au dernier acte. Le directeur adjoint, lui, a été bienveillant. Grâce à lui, j'ai pu suivre une formation interne à l'enseignement catholique. J'ai donc passé et réussi ce qu'on appelle le KERPC, c'est l'équivalent du CAPES interne pour les profs du privé. Monsieur Cruchot a très mal pris l'initiative de son adjoint, qui m'a donc inscrit pour le KERPC. Lui ne voulait pas que je m'améliore, il voulait que je parte. Alors, sans le KERPC, gagnant très mal ma vie, avec 2 gamins sur les bras, avec des circonstances financières très difficiles, c'est sûr que je ne serais pas resté dans l'enseignement. J'avais déjà commencé à chercher à travailler en librairie. Donc, réussissant le KERPC, je risquais de rester. Et c'est vrai que là, j'ai réussi en 2001. 25 ans plus tard, je suis toujours prof, effectivement. Donc, il avait raison de penser que je resterais en tout cas dans l'enseignement si je réussissais. Donc furax contre son directeur adjoint. Un jour, j'apprends que je dois être inspecté le lendemain. L'inspectrice me dit qu'elle avait prévenu le directeur une semaine avant, et le directeur avait, entre guillemets, oublié de me prévenir
et ceci pour que je me plante. Au lieu d'avoir une semaine pour préparer l'inspection, j'ai eu 24 heures, quoi, une nuit. Et heureusement, j'avais un groupe d'amis très soudés, très critiques, très libres. Grâce à eux, j'étais heureux au travail, malgré tout ça. J'ai quand même fini par partir, car ceci au bout de 7 ans. Et je me souviens, alors, au moment où j'ai annoncé dans la salle des profs que j'avais obtenu ma mutation, un collègue bien vu m'a demandé, éberlué, mais pourquoi est-ce que tu pars ? D'autant que je venais de réussir le fameux KERPC et que dans leur esprit, je n'avais plus à rougir d'être prof à Saint-Rita puisque j'étais capétien ou équivalent, quoi, dans leur logique. Et donc, question du collègue, mais pourquoi est-ce que tu t'en vas ? Un collègue bien vu et qui effectivement a grimpé tous les échelons, et dont j'ai appris tout récemment qu'il était directeur diocésain 25 ans plus tard, dans un département voisin, c'est-à-dire chef de l'enseignement privé catholique dans un département. Alors ce monsieur me dit, mais pourquoi est-ce que tu t'en vas ? Et je réponds tout simplement, mais parce que je ne me plais pas ici. Saint-Rita, j'en ai ma claque. Alors un silence palpable tombe sur la salle des profs, plus un souffle. On n'entendait plus que le magnifique parquet qui craquait sous les pas hésitants de ceux qui osaient encore bouger. Donc à Saint-Rita, on ne dit pas « je m'en vais parce que j'en ai marre, parce que j'en ai ma claque ». On ne quittait pas l'enseignement de son plein gré. On partait pour suivre un conjoint ou pour se rapprocher de parents âgés et malades, du moins officiellement. Ma franchise constituait une rupture du récit collectif. Je vous invite à regarder la vidéo suivante qui illustre le phénomène du narcissisme collectif dans un autre groupe. Donc, comme je vous en ai parlé au début de cette capsule, de ce podcast, nous nous pencherons la prochaine fois sur le cas de l'Institut Imhotep, où la déception de mon ami Philippe fut d'autant plus grande que ce groupe-là passe à côté de ses propres objectifs, donc l'Institut Imhotep, à savoir l'épanouissement de ses membres, l'entraide, et ceci à cause du narcissisme collectif qui y règne. Donc si cette capsule vous a intéressé, bien la prochaine vous intéressera d'autant plus. Le lycée Saint-Rita et l'Institut Imhotep n'ont à première vue rien en commun en tant qu'institution, cependant leurs structures psychologiques sont identiques. Deux façades différentes, un seul mécanisme, le narcissisme collectif. Ces expériences ne sont pas des exceptions, elles éclairent une réalité largement répandue. Certains groupes deviennent narcissiques, même sans gourou, même sans manipulation consciente. Comprendre ce phénomène, c'est déjà s'en libérer, et parfois, c'est simplement reprendre sa liberté intérieure, comme je l'ai fait un jour à Saint-Rita, parce que je ne suis pas simplement parti, j'ai compris. À bientôt, donc, sur Foi Vivante Vidéo ou ailleurs, ou sur ma chaîne perso.